Bonjour à tous. Profitez de ce moment de détente avec des histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Les opulents portails blancs du domaine Kane scintillaient sous le soleil de l'après-midi, reflétant la richesse et l'influence de son propriétaire, Nathan Kane. Depuis la rue, les badauds voyaient un témoignage étincelant de succès, un immense manoir aux pelouses impeccables, une flotte de voitures de luxe et un personnel qui se déplaçait avec une efficacité discrète. Rarement quelqu'un se demandait ce qui se passait à l'intérieur, car extérieurement, la famille Kane semblait parfaite. Après tout, Nathan était un entrepreneur milliardaire, salué comme un trésor national pour ses dons généreux et ses œuvres philanthropiques. Pourtant, derrière les portes du manoir se cachait une autre réalité, bien plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Alma Kane vivait dans cette maison comme une figure silencieuse, toujours parfaitement posée, toujours prête à arborer un doux sourire lorsque les appareils photo crépitaient. Mais sous son extérieur doux se cachaient des bleus, tant physiques qu'émotionnels. Chaque fois qu'une nouvelle marque apparaissait sur son corps, elle répétait des excuses devant le miroir, « J'ai glissé sur le sol de la salle de bain » ou « Je me suis cogné contre la porte ». Elle était passée maître dans l'art de la tromperie, faisant de son mieux pour maintenir l'illusion que Nathan cultivait soigneusement. Cet après-midi-là, Alma se tenait près de la grande baille vitrée de sa chambre, contemplant les jardins manucurés. Un petit soupir s'échappa de ses lèvres. Elle ne se souvenait pas du dernier jour où elle s'était vraiment sentie en paix. Le personnel en bas supposait qu'elle était simplement introvertie, trouvant du réconfort dans le calme. En réalité, il était plus facile pour Alma de rester hors de vue. Le tempérament de Nathan était imprévisible. Un instant, il pouvait être doux, écartant une mèche de cheveux rebelles et l'appelant sa précieuse épouse. L'instant d'après, souvent déclenché par quelque chose d'aussi trivial que son oubli d'une ligne dans un discours public, il devenait froid, ses yeux remplis de colère. Alma se prépara. Pensant au bleu sur ses bras, qu'elle avait recouvert d'un chemisier à manches longues ce jour-là. Elle se souvenait trop vivement de la confrontation de la nuit dernière. Le claquement de la paume de Nathan contre sa joue, la brûlure, et le silence qui s'ensuivit alors qu'il quittait la pièce. Elle avait voulu crier, mais il n'y avait personne pour l'entendre, et personne pour la croire. Nathan Kane était un homme au-dessus de tout soupçon aux yeux du monde. Ce jour-là, en regardant par la fenêtre, elle se fit une promesse, un jour, je trouverai un moyen de sortir. C'était une promesse intérieure qu'elle se répétait presque chaque semaine, une petite lueur d'espoir dans une réalité autrement sombre. Dehors, les portails restaient verrouillés, et la façade de richesse et de respectabilité persistait. Si quelqu'un dans la rue avait levé les yeux, il n'aurait vu qu'une femme gracieuse menant une vie parfaite. Mais derrière les portes du manoir, la véritable histoire ne faisait que commencer. Le gala de charité annuel battait son plein. Des lustres étincelants illuminaient la grande salle de bal où dignitaires, célébrités et philanthropes se mêlaient en tenue de soirée. Les flashs crépitaient sans cesse alors que les paparazzis se bousculaient pour capturer les moments forts de l'événement. Nathan Kane, vêtu d'un smoking impeccablement taillé, se déplaçait dans la foule avec une aisance étudiée. Alma marchait à ses côtés, vêtue d'une robe fluide parsemée de cristaux qui captaient la lumière à chacun de ses pas. Alors qu'il passait d'un groupe d'admirateurs à un autre, Alma gardait un sourire serein sur son visage. Mais ce sourire était un masque soigneusement répété, perfectionné au fil d'innombrables événements où elle devait être l'épouse charmante et solidaire. Sous son maquillage impeccable, un bleu persistait près de sa pommette. L'anti-cerne qu'elle avait appliqué était épais, mais elle restait parfaitement consciente de sa présence. Elle devait maintenir sa tête sous un certain angle, s'assurant que les photographes ne capturent pas la légère décoloration. Une vague d'applaudissements éclata lorsque Nathan monta sur scène pour prononcer un discours. Alma se tenait sur le côté, les mains jointes devant elle. Ses yeux parcouraient les visages de la foule, cherchant le moindre signe que quelqu'un soupçonnait la vérité. Mais alors que Nathan parlait avec éloquence de sa vision pour l'action communautaire et les programmes pour la jeunesse, les invités le regardaient avec admiration. Elle enviait presque la facilité avec laquelle il maniait son charme. Comment était-elle tombée si complètement sous le charme de cet homme? À la fin de son discours, la foule rugit d'approbation. Alma, elle aussi, se joignit aux applaudissements, gardant les coins de ses lèvres relevés. Mais derrière ce sourire étudié,
Son cœur battait avec une question angoissante, est-ce que ce soir sera l'une de ses bonnes nuits, ou l'une des mauvaises? Alors que le gala se poursuivait, elle ressentait un étrange mélange de fierté et de terreur. Fierté, car pendant un instant, elle crut presque au conte de fées que le monde voyait, qu'ils étaient le couple de pouvoir parfait. Terreur, car elle connaissait la réalité qui l'attendait une fois les caméras parties. En bavardant avec la femme d'un sénateur, Alma remarqua le détective Jorah au fond de la salle. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais il la regardait avec une inquiétude qui semblait réelle. Une lueur s'agita dans sa poitrine, de l'espoir peut-être, ou la peur d'être découverte. Elle détourna rapidement le regard, retrouvant sa façade polie. Le sourire étudié ne vacilla jamais. Mais au fond d'elle, elle sentait que sa vie était sur le point de. Plus tard dans la nuit, le grand manoir était enveloppé de silence. Le personnel s'était retiré dans ses quartiers, et les lumières de sécurité baignaient les couloirs d'une lueur tamisée. Alma était allongée dans le lit king size, fixant le plafond, le cœur lourd d'appréhension. Elle pouvait entendre Nathan en bas dans son bureau privé, se disputant au téléphone. Le son étouffé de sa voix élevée réverbérait à travers les murs. Alors que l'horloge sonnait minuit, Alma entendit la porte d'entrée claquer. Quelques instants plus tard, des pas lourds montèrent l'escalier de marbre. Son pouls s'accéléra. Elle se leva du lit et se précipita dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. Un coup. Elle pouvait presque sentir la vibration de son poing sur la porte en bois de la chambre. Puis un autre. 2 coups. La poignée s'agita, mais la porte resta fermée. Elle appuya son dos contre la porte de la salle de bain, essayant de calmer sa respiration. 3 coups. À chaque coup, son corps tout entier tremblait. Finalement, la poignée s'agita violemment. Dans un seul accès de rage, Nathan défonça la porte de la chambre à coups de pied. Alma pouvait entendre sa respiration saccadée. Il puait le whisky et la fureur. Elle se prépara, espérant que la porte verrouillée de la salle de bain tiendrait, mais savait par expérience que c'était une mince barrière. À travers la fente sous la porte, elle pouvait voir son ombre dans la faible lumière. « Alma, rugit-il. Ouvre. Je n'ai pas fini de te parler. » Sa gorge se serra. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir de la salle de bain, voyant la peur dans ses propres yeux. Elle voulait crier, appeler à l'aide, mais elle savait que cela ne ferait qu'aggraver sa colère. Au lieu de cela, elle s'agenouilla silencieusement près de la baignoire, pressant une main contre sa bouche alors que les larmes menaçaient de couler. La poignée de la porte s'agita de nouveau. « Ne me force pas à la défoncer », prévint Nathan. Sa voix avait une tonalité dangereuse. Elle resta silencieuse, priant pour qu'il se calme. Finalement, il frappa une fois de plus son poing contre la porte et laissa échapper une malédiction gutturale. Puis, à son grand soulagement, il s'éloigna en titubant. Alma resta accroupie sur le sol de la salle de bain, tout son corps tremblant. Finalement, elle entendit le bruit sourd de Nathan s'effondrant sur le lit. Au loin, une horloge sonna de nouveau, faisant écho à la terreur qui s'était installée dans chaque recoin de l'âme d'Alma. C'était une autre nuit de survie angoissante, un autre chapitre de l'horreur secrète derrière les murs du manoir. Le lendemain matin, des rayons de soleil traversaient les fenêtres du sol au plafond de la chambre. Nathan était déjà parti, laissant derrière lui l'odeur persistante d'alcool sur les draps froissés. Alma sortit prudemment de la salle de bain, où elle avait dormi quelques heures agitée. Elle se dirigea silencieusement vers le miroir, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Un bleu s'était formé sur son poignet. Violet et sensible. Elle se souvint du moment où sa main l'avait saisi avec colère la nuit précédente. La force était suffisante pour laisser une marque. Au moins, il n'a pas frappé mon visage cette fois, pensa-t-elle sombrement. Elle se dirigea vers la boîte à bijoux ornée sur la commode et en sortit un bracelet en diamant, un cadeau récent de Nathan après l'une de ses nombreuses crises de colère. Elle le glissa sur son poignet meurtri, l'ajustant jusqu'à ce que la peau décolorée soit cachée. Les diamants scintillaient brillamment, masquant la violence en dessous. En bas, Liam Hart, l'assistant personnel de Nathan, était arrivé tôt pour une réunion. Il organisait des papiers dans la salle à manger quand Alma entra. Une vague de sympathie traversa ses traits en la voyant. Il essaya d'éviter de regarder son poignet, mais elle surprit son regard. Rapidement, Alma plaça son bras derrière son dos. « Bonjour, Madame Kane », dit Liam en s'éclaircissant la gorge. « Nathan a demandé ses documents.
Je crois qu'il attend dans le bureau. Sa voix était polie, mais il y avait un tremblement, un soupçon de culpabilité ou peut-être de pitié. Alma hocha la tête, forçant un sourire calme. Merci, Liam. Je lui ferai savoir que vous êtes là. Elle fit une pause, se demandant si elle devait dire quelque chose de plus. Pourtant, la règle tacite était claire. Elle ne devait jamais impliquer les autres dans leurs affaires privées. Au lieu de cela, elle acquiesça d'un signe de tête et se dirigea vers le bureau de Nathan. Le bracelet cliquetait doucement autour de son poignet comme s'il murmurait le secret qu'il était censé cacher. À l'intérieur du bureau, elle trouva Nathan lisant le journal du matin, son expression suffisante, comme si la rage de la nuit dernière s'était évaporée. Il leva les yeux vers Alma, lui offrit un sourire crispé, puis reprit sa lecture sans un mot. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Elle resta là un moment, incertaine, avant de se tourner silencieusement pour partir. La journée entière s'étendait devant elle, remplie d'une normalité forcée. Pour Alma, le bleu et le bracelet étaient devenus des symboles entremêlés, un rappel de sa souffrance et une façade scintillante qui l'aidait à la cacher du monde. Au fil des jours, Alma ressentit une urgence croissante de se protéger. Elle savait à quelle vitesse l'humeur de Nathan pouvait changer, et une nuit, après une dispute particulièrement violente, elle décida que c'en était assez. Tard dans la soirée, pendant que Nathan était sorti, elle fouilla dans le bureau, ouvrant soigneusement les tiroirs à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait fournir une preuve tangible de sa violence. Puis elle se souvint du logiciel de la caméra de sécurité. Nathan avait installé une surveillance de pointe autour du manoir, mais se souciait rarement des enregistrements. Il croyait que le vrai danger venait toujours de l'extérieur, jamais de l'intérieur. En parcourant les fichiers archivés sur un disque dur privé, Alma trouva plusieurs clips montrant les crises de colère nocturne de Nathan. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se regardait se recroqueviller dans les coins, luttant pour échapper à son emprise. Les images étaient aussi horribles que validantes. Enfin, la preuve qu'elle n'imaginait pas les choses. Les mains tremblantes, elle copia les clips vidéo clés sur une petite clé USB. Ensuite, elle la glissa dans une enveloppe ordinaire, tapa une courte note sur un morceau de papier, « S'il m'arrive quelque chose, montrez ceci », et la scella. Le lendemain matin, elle dit au personnel qu'elle sortait pour rencontrer une vieille amie. Sous le regard vigilant d'un garde de sécurité, elle quitta le domaine. Une fois hors de vue, elle se rendit au bureau de poste local et adressa l'enveloppe à Sacha Rivers, son amie d'enfance devenue une journaliste respectée. Avant de la déposer dans la boîte aux lettres, ses doigts s'attardèrent sur l'enveloppe. Elle ressentit une vague d'émotions contradictoires. La peur, la culpabilité de trahir la confiance de Nathan, même s'il lui avait fait bien pire, et une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, quelqu'un d'autre verrait la vérité. Elle glissa l'enveloppe dans la fente de la boîte aux lettres, l'entendant tomber contre le conteneur en métal. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Plus tard, quand elle rentra chez elle, Liam l'observa depuis l'autre bout du hall. Elle s'efforça de paraître calme, mais sentait son pouls gronder dans ses oreilles. Elle lui fit un signe de tête poli, et il lui rendit son geste. Aucun des deux ne prononça un mot, pourtant Alma sentit que Liam soupçonnait quelque chose. Quoi qu'il en soit, elle garda la tête haute, sachant qu'elle avait fait son premier petit pas vers la libération. Un clip viral a commencé à circuler en ligne. La scène se déroulait dans un restaurant haut de gamme au cœur de la ville, où Nathan Kane avait été filmé en train d'élever la voix contre Alma pour ce qui semblait être un désaccord mineur. Quelqu'un à une table voisine avait capturé le moment sur son téléphone. Bien que les images soient granuleuses, elles suffirent à déclencher un buzz sur les réseaux sociaux. Les gens commencèrent à se demander si le tempérament de Nathan s'étendait au-delà de la salle de conférence. Pour tenter d'apaiser les spéculations croissantes, Nathan tint une conférence de presse le lendemain. Debout derrière un podium en bois poli dans le hall de son siège social, il sourit de manière désarmante aux caméras. Les journalistes s'agglutinaient autour. Les microphones s'étendaient comme des lances. J'aimerais aborder les rumeurs, commença Nathan, feignant le remords. J'ai laissé mes frustrations prendre le dessus ce soir-là. Je regrette profondément d'avoir élevé la voix, surtout en public. Laissez-moi vous assurer que Alma et moi allons bien. Nous nous aimons profondément. Je m'excuse auprès d'elle et de toute personne qui aurait pu être offensée par mon manque de sang-froid. La déclaration fut diffusée sur toutes les grandes chaînes en quelques heures. Les réactions en ligne furent rapides et polarisées.
Certains croyaient que Nathan était simplement une personne passionnée, prompte à la colère mais aussi prompte à s'excuser. D'autres se demandaient si cette explosion était révélatrice de quelque chose de plus sinistre. Alma se tenait à ses côtés, hochant légèrement la tête. Ses mains étaient sagement jointes. À l'intérieur, elle était figée. Les caméras balayaient son visage, capturant son expression gardée. À un moment donné, un journaliste bien connu lui demanda directement. « Madame Kane, pourriez-vous confirmer si vous vous sentez en sécurité et soutenue ?» Alma offrit un sourire aux lèvres pincées. « Nathan et moi avons eu nos désaccords, mais nous y travaillons, » répondit-elle, veillant à ne pas en dire plus que nécessaire. Un tourbillon de flash illumina son visage. Le moment se termina rapidement, remplacé par d'autres questions sur l'expansion de l'entreprise et les projets philanthropiques. À la fin de la conférence de presse, Nathan posa sa main sur l'épaule d'Alma. Elle tressaillit très légèrement, une réaction qui passa probablement inaperçue pour la plupart des téléspectateurs. Mais de loin, le détective Jorat regardait la retransmission en direct. Une lueur d'inquiétude traversa ses traits. Il remarqua la brève tension dans la posture d'Alma. Quelque chose dans les excuses de Nathan sonnait faux. Il griffonna une note sur son carnet. Faire un suivi avec Alma Kane. Alors que le monde passait à autre chose en quelques heures, retweetant le clip et analysant à quel point il était noble pour un milliardaire de s'excuser, Alma se sentait piégée dans une cage encore plus étroite. Elle savait que les excuses n'étaient pas pour elle. Elles étaient pour les caméras, pour le public, pour maintenir l'image dorée de Nathan. Et comme toujours, elle joua son rôle, se tenant à ses côtés en silence. Le détective Jorat travaillait dans un commissariat local plus connu pour ses enquêtes très médiatisées que pour de simples conflits domestiques. Pourtant, quelque chose dans l'attitude calme d'Alma Kane lors de cette conférence de presse interpellait sa conscience. Quelques mois auparavant, il était tombé sur des dossiers de visites répétées d'Alma aux urgences. À chaque fois, l'explication officielle était un accident. Mais la fréquence et le schéma des blessures laissaient supposer autre chose. Tard un après-midi, Jorat était assis à son bureau encombré, feuilletant de vieux dossiers. Photos, rapports médicaux et formulaires d'hôpital étaient éparpillés. Il se concentra sur les dossiers d'Alma. Chaque incident racontait une histoire silencieuse. Côte meurtrie, poignet foulé, commotion cérébrale mineure. Le récit était toujours le même, des accidents malheureux dans l'intimité de sa maison. Il tapota un stylo contre le bord de son bureau. Quelque chose ne colle pas, murmura-t-il pour lui-même. Nathan Kane ne lui était pas inconnu. L'homme avait fait des dons considérables au programme communautaire du département de police, acquérant un statut de quasi-héros auprès des responsables de la ville. Mais Jorat avait vu assez de dissimulation dans sa carrière pour soupçonner qu'il y avait plus que ce que l'on voyait. Il décida de parler à l'une des infirmières des urgences qui avait soigné Alma. Sous la promesse de l'anonymat, elle révéla qu'Alma arrivait secouée, parfois les larmes aux yeux, mais insistait toujours sur le fait que les blessures étaient accidentelles. Son mari n'était jamais loin, expliqua l'infirmière. Il faisait les 100 pas dans la salle d'attente comme un homme qui a quelque chose à cacher. Armé de cette information, Jorat sentit une vague de détermination. Il commença à rassembler discrètement d'autres documents, des rapports d'incidents près du domaine Kane, des déclarations de voisins qui auraient pu entendre des cris à des heures étranges. Le détective était prudent. S'il poussait trop fort, le département pourrait le stopper, craignant un procès de la part de l'influx milliardaire. Mais quelque chose en lui refusait de laisser le dossier d'Alma Kane être mis sous le tapis. Ce soir-là, il regarda à nouveau la conférence de presse de Nathan. Il vit le léger tressaillement d'Alma sous le contact de son mari. Il ne pouvait l'ignorer. Un jour, pensa-t-il, elle pourrait demander de l'aide. Et quand elle le fera, je m'assurerai qu'elle l'obtienne. Les murs épais du manoir Kane offraient de l'intimité, mais ils piégeaient aussi Alma dans un cycle de peur sans fin. Déterminée à rassembler plus de preuves qui ne pourraient pas être facilement écartées, elle conçut un nouveau plan. Elle acheta un smartphone bon marché sous un faux nom, quelque chose de facile à cacher parmi ses affaires. Chaque nuit, lorsque Nathan était soit sorti tard, soit évanoui après avoir bu, Alma récupérait furtivement le téléphone caché sous la lame de parquet de son dressing. Ses mains tremblaient alors qu'elle mettait l'appareil en mode enregistrement, capturant l'audio ou la vidéo de toute confrontation qui pourrait survenir. Le téléphone devint son compagnon invisible, un témoin silencieux sur lequel elle pouvait compter si les choses tournaient mal. Et les choses tournaient souvent mal.
Un soir, Nathan rentra chez lui enragé. Son accord commercial avait rencontré un obstacle, et il évacua sa frustration en rabaissant Alma. Quand elle lui demanda doucement s'il voulait dîner, il jeta un vase en cristal de la table, envoyant des éclats se disperser sur le sol. Le téléphone, caché derrière une plante en pot, enregistra toute la scène, ses jurons, le hoquet d'Alma, le tintement du verre brisé. Après qu'il soit parti en trombe, Alma récupéra soigneusement le téléphone. Le cœur battant, elle réécouta l'audio. Bien que ses mains tremblent, elle ressentit une sombre satisfaction d'avoir capturé une preuve indéniable de son comportement abusif. Elle téléchargea les fichiers audio sur un stockage cloud sécurisé, les étiquetant avec des dates et des heures. Au fil du temps, elle constitua une petite bibliothèque de ces enregistrements. Certains étaient légers, ne capturant que des disputes animées. D'autres étaient plus glaçants. Des gifles, des menaces et les sanglots étouffés d'Alma. Les écouter lui retournait l'estomac, mais elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Si un jour elle avait besoin de preuves irréfutables, elle les aurait. Une nuit, elle parcourut les fichiers enregistrés dans l'obscurité, des larmes coulant sur ses joues. Chaque nom de fichier se lisait comme une balle dans sa poitrine, décembre 2012, 20 sur une dispute, janvier 2003, 20 sur une gifle, mars 2015, 20 sur un vase. Malgré l'horreur, elle sentit une lueur d'espoir. Chaque nouveau fichier était un témoignage de sa résilience, un pas de plus vers la révélation de la vérité cachée derrière le faste et le glamour de sa vie avec Nathan Kane. Un léger coup à la porte surprit Alma un après-midi. Elle était dans sa chambre, examinant les dernières images qu'elle avait capturées avec son téléphone caché. Nathan était en voyage d'affaires, lui offrant un rare moment de paix. Le léger tapotement n'était pas celui habituel de la femme de chambre, ce coup était plus hésitant, presque désolé. Elle se leva prudemment et s'approcha de la porte. À travers le judas, elle vit un homme en civil, une casquette de baseball tirée bas sur son front. Le détective Jora se tenait dans le couloir, jetant des regards à gauche et à droite comme pour vérifier s'il y avait des badauds. Le cœur d'Alma s'emballa. Comment avait-il réussi à entrer dans le domaine? Probablement grâce à un badge officiel ou une histoire astucieuse racontée aux gardes. Elle ouvrit la porte d'un entrebâillement, sa voix basse. Oui. Madame Kane, dit Jora doucement. Mon nom est, eh bien, ce n'est pas important pour l'instant. Je suis juste là pour vous faire savoir que si jamais vous avez besoin d'aide, il y a des gens qui vous croiront. Il glissa une petite carte de visite sous le bord de la porte. J'ai enquêté sur certains incidents. Vous n'êtes pas seul. Alma resta là, stupéfaite, incapable de parler. La peur luttait avec le soulagement en elle. Elle jeta un coup d'œil à la carte. Elle portait un numéro de téléphone et le simple message, quand vous serez prête. Sans attendre de réponse, Jora toucha sa casquette et s'éloigna, laissant Alma agrippée à la poignée de la porte. Elle entendit ses pas s'éloigner dans le couloir. Pendant un long moment, elle fixa la carte de visite. Cela semblait surréaliste. Quelqu'un avait remarqué sa détresse. Quelqu'un se souciait assez pour prendre un risque en venant ici. Elle ramassa la carte et la glissa dans sa poche. Des vagues d'anxiété la traversaient encore. Et si Nathan découvrait cette visite? Il serait furieux. Mais il y avait une autre émotion, une émotion inconnue, qui commençait à prendre le dessus, l'espoir. Peut-être qu'elle pourrait échapper à cette vie. Peut-être que les illusions que Nathan lui imposait finiraient par s'effondrer. Serrant la carte, Alma expira. Son monde semblait un peu moins solitaire maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à imaginer un avenir au-delà des murs du manoir. Ce soir-là, Alma se tenait devant le lavabo en marbre, fouillant dans sa trousse de maquillage. Ses yeux étaient injectés de sang par le manque de sommeil et l'anxiété constante. Elle sortit un tube de rouge à lèvres rouges, quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis des mois. Nathan la préférait dans des tons nudes subtils. Il aimait contrôler chaque aspect de son apparence. Mais ce soir, elle avait un autre but en tête. S'approchant du grand miroir qui couvrait toute la longueur du mur de la salle de bain, elle retira soigneusement le capuchon du rouge à lèvres. Sa main tremblait alors qu'elle l'approchait de la surface réfléchissante. En très audacieux, elle écrivit « Un coup de plus et je serai partie ». Elle étudia les mots, son reflet derrière eux. Le message la fixait, un rappel brutal de ce à quoi elle faisait face chaque jour. Elle prit une photo rapide du miroir avec son téléphone caché,
avec l'intention de la conserver comme partie de son archive croissante de preuves et de défis personnels. D'une certaine manière, voir les mots écrits les rendait plus réels, plus urgents. Si Nathan la frappait à nouveau, elle trouverait un moyen de s'échapper. Elle se réaffirma silencieusement cette promesse. Un léger coup à la porte la surprit. Rapidement, elle attrapa un mouchoir et étala le message au rouge à lèvres en un flou désordonné, puis ouvrit la porte de la salle de bain. L'une des femmes de chambre se tenait là, la tête légèrement baissée. « Madame Kane, le dîner est servi. » Alma força un sourire crispé. « Merci. Je descends tout de suite. » En suivant la femme de chambre, elle pensa au message qu'elle avait écrit. Même si elle l'avait effacé, l'intention restait gravée dans son âme. C'était un vœu qu'elle ne romprait pas. Cette nuit-là, en sirotant sa soupe en face de Nathan, elle rejoua la scène dans son esprit, les lettres rouges vives contre le miroir, l'intensité du vœu. Si une confrontation survenait, au moins elle s'était rappelé sa limite. Il y avait du pouvoir là-dedans, même si le monde la voyait toujours comme la femme immaculée d'un milliardaire. Sasha Rivers, l'amie d'enfance d'Alma devenue journaliste, était en pleine préparation de sa diffusion en direct du soir lorsqu'elle reçut une enveloppe mystérieuse au studio. Elle ne portait aucune adresse de retour, seulement son nom écrit d'une écriture soignée. Curieuse, elle l'ouvrit pour trouver une clé USB et une courte note, « S'il m'arrive quelque chose, montrez ceci. » Le cœur de Sasha battait la chamade en reconnaissant la signature en bas, Alma. Avalant une boule dans sa gorge, elle mit de côté son script pour le direct et brancha la clé USB sur son ordinateur portable. Les fichiers qu'elle trouva étaient pour le moins troublants, des clips vidéo et des enregistrements audio qui semblaient dépeindre de la violence domestique. Beaucoup mettaient en scène la voix de Nathan Kane, empreinte de colère et de menace. Sasha se couvrit la bouche d'horreur, les larmes lui piquant les yeux. Elle avait perdu le contact avec Alma au fil des ans, mais n'avait jamais imaginé que l'ami avec qui elle partageait autrefois ses goûters après l'école vivait un cauchemar. Alors que le compte à rebours avant sa diffusion en direct s'égrenait, Sasha se débattait avec une décision. Devait-elle exposer ces images immédiatement, ou contacter d'abord Alma? Finalement, son instinct de journaliste et son inquiétude pour la sécurité d'Alma prirent le dessus. Elle décida de partager une petite partie des preuves lors de sa diffusion, espérant que cela attirerait l'attention du public et forcerait une réponse protectrice plutôt que de l'enterrer dans les coulisses. Lorsque la diffusion en direct commença, l'assurance habituelle de Sasha fut remplacée par un sérieux sombre. Elle s'adressa directement à son public. « Ce soir, j'ai reçu des images troublantes qui suggèrent qu'une personnalité très en vue pourrait abuser de son épouse. Je suis encore en train de vérifier les détails, mais je me sens obligé de partager un aperçu de ce qui est en jeu. » Elle diffusa un court clip, une dispute étouffée, une gifle sans équivoque et un gémissement effrayé. Les commentaires affluèrent instantanément. Certains téléspectateurs étaient indignés, tandis que d'autres se demandaient si c'était réel ou mis en scène. Sasha garda son sang-froid, promettant qu'elle continuerait à enquêter. Elle termina la diffusion en direct par un appel, à toute personne vivant une situation similaire, veuillez demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. À la fin de la diffusion, le téléphone de Sasha s'illumina d'appels et de messages de téléspectateurs inquiets. Parmi eux, un SMS d'un numéro inconnu. Ici le détective Jora. Nous devons parler d'Alma Kane. Sasha réalisa alors la profondeur de la situation. Il regardait la diffusion sur son téléphone. Alma se tenait près de la télévision dans le salon, l'estomac noué. Dès que Sasha commença sa diffusion en direct, elle sut que les répercussions seraient graves. La première fois que Nathan vit les images, il fracassa la télécommande contre le mur. Des éclats de plastique se dispersèrent comme des confettis alors qu'il se tournait pour faire face à Alma. « Comment oses-tu » rugit-il en s'avançant vers elle. « As-tu envoyé ça, ces ordures, à Sasha Rivers ?» Elle déglutit difficilement, tremblante, son esprit s'emballa. Devait-elle nier? Avouer? Avant même qu'elle puisse formuler une réponse, Nathan se jeta sur elle, l'attrapant par le bras et la tirant plus près. La colère dans ses yeux dépassait tout ce qu'elle avait jamais vu. C'était comme si un barrage invisible s'était rompu en lui, libérant chaque once de cruauté qu'il avait retenue. « Tu penses que tu peux me ruiner » siffla-t-il, des postillons volant de ses lèvres. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Alma tenta de se dégager, mais son emprise se resserra. Elle haleta sous la douleur qui lui traversait l'épaule.
Son téléphone caché était dans sa poche, déjà en train d'enregistrer. Elle s'était assurée de le démarrer au moment où elle avait vu Nathan regarder la diffusion en direct. S'il y avait un moment pour documenter sa brutalité, c'était bien celui-là. Nathan, croassa-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. S'il te plaît, tu me fais mal. Il la poussa sur le canapé, la surplombant. La rage qui tordait ses traits le rendait presque méconnaissable. Te faire mal, répéta-t-il avec une sympathie simulée. Tu n'as même pas commencé à ressentir la douleur, Alma. La peur s'enroula dans son estomac comme un serpent, menaçant de lui couper le souffle. Mais même dans ce moment terrifiant, un calme étrange s'installa en elle. Elle se souvint du vœu qu'elle avait griffonné au rouge à lèvres. Un coup de plus et je serai parti. Elle pria pour être à la hauteur de ses mots. Alma réussit à se tortiller pour s'échapper, son téléphone toujours en marche. Elle se recula contre le mur, les yeux écarquillés. Nathan, dit-elle d'une voix tremblante. S'il te plaît, arrête. Tu vas le regretter. Il laissa échapper un rire creux. Tu penses que des ragots sur Internet peuvent m'atteindre? Je suis Nathan Kane. Tout le monde m'aime. Le monde ne te croira jamais. Mais le monde avait déjà eu un aperçu de la vérité, grâce à la diffusion de Sacha. Et à l'insu de Nathan, cette confrontation finale était enregistrée avec une clarté haute définition. Bien qu'Alma ne sache pas exactement comment elle s'échapperait, elle s'accrochait à l'espoir que ses preuves verraient un jour la lumière du jour, peu importe à quel point la nuit devenait sombre. C'est arrivé 2 jours après la diffusion en direct de Sacha. Quand le personnel de maison se réveilla, ils trouvèrent le lit d'Alma vide, les draps soigneusement faits, et plusieurs articles essentiels manquant dans son placard. Elle était tout simplement partie. La panique s'empara du manoir. Nathan parcourut les pièces en criant des ordres au personnel. Fouillez chaque recoin, exigea-t-il, la peur vacillant dans ses yeux. Bien qu'extérieurement il essayait de paraître furieux, à l'intérieur il luttait avec une émotion encore plus troublante. La vulnérabilité. Si Alma était partie, où était-elle allée? Et avec quelle preuve? La nouvelle de la disparition d'Alma se répandit rapidement, grâce à l'attention constante portée au Kane. En quelques heures, le hashtag #WhereAlmaKane, #WhereIsAlmaKane, devint une tendance sur les réseaux sociaux. Les spéculations allaient bon train. Certains pensaient qu'elle s'était enfuie avec un amant secret. D'autres théorisaient qu'elle se cachait, craignant pour sa vie. Le détective Jora arriva sur les lieux, voulant inspecter les lieux, mais fut initialement bloqué par l'équipe juridique de Nathan. Finalement, il réussit à parler à Liam Hart, qui semblait visiblement secoué. Les yeux de Liam dardaient nerveusement alors qu'il répondait aux questions du détective par des phrases courtes. « Monsieur Kane est mort d'inquiétude, dit-il d'une voix tendue. Il nous a demandé de coopérer pleinement. » Jora remarqua que le personnel détournait le regard, comme s'il avait peur de dire la vérité. Il ressentit une pointe d'inquiétude pour Alma. Si elle s'est enfuie, elle doit être vraiment désespérée. Ou pire, elle a peut-être été enlevée contre sa volonté. Jora jura silencieusement de la retrouver, soupçonnant que sa disparition n'était pas un simple cas de brouille conjugale. Nathan afficha publiquement la façade d'un mari éploré. Il tint une petite conférence de presse, les larmes aux yeux, suppliant pour le retour sain et sauf d'Alma. Des millions de personnes regardèrent la diffusion en direct, certaines émues par son chagrin apparent, d'autres sceptiques. Pendant ce temps, Sacha Rivers diffusa un nouveau segment exigeant une enquête sur les abus potentiels, faisant référence aux preuves critiques qu'elle avait publiées plus tôt. Alors que la frénésie médiatique s'intensifiait, le domaine devint une forteresse sous surveillance. Des hélicoptères survolaient les lieux, et des paparazzis campaient à l'extérieur, pointant leurs objectifs sur chaque fenêtre. Pourtant, personne, ni le personnel, ni les caméras, et surtout pas Nathan Kane, n'avait la moindre idée de l'endroit où Alma était partie. Elle avait disparu sans laisser de traces, à l'exception de la montagne de preuves incriminantes qu'elle avait laissées derrière elle. Le détective Jora passa des heures à chercher la moindre trace de l'emplacement possible d'Alma. Il vérifia ses relevés téléphoniques, ses relevés financiers et même les images des caméras de circulation. Mais Alma avait été méticuleuse. Toutes ses habitudes, ses paiements par carte de crédit, ses connexions aux réseaux sociaux, avaient cessé la nuit de sa disparition. La seule lueur d'espoir arriva lorsqu'une amie d'Alma, une connaissance discrète de son travail de bénévole,
mentionna à voix basse qu'Alma avait une fois posé des questions sur les refuges pour victimes de violences domestiques. Elle n'a jamais dit grand-chose, admit l'ami, mais elle a posé beaucoup de questions sur leur anonymat. Armé de cette nouvelle information, Jorah continua, appelant les refuges locaux pour savoir si quelqu'un correspondant à la description d'Alma était récemment arrivé. La plupart répondirent de la même manière. Les règles de confidentialité les empêchaient de divulguer des détails. Jorah respectait cela, mais le temps pressait. Si Alma se cachait, elle pourrait encore être en danger, surtout si Nathan ou ses associés essayaient de la retrouver. En fouillant dans les fichiers numériques de son bureau, Jorah tomba sur quelque chose d'important. Un flux de caméras secrets du système de sécurité interne du manoir Kane qui avait été sauvegardé sur un serveur distant. Les images, probablement récupérées par Alma ou quelqu'un agissant en son nom, montraient une confrontation finale d'une clarté horrifiante. Elle dépeignait la fureur de Nathan, les menaces, les supplications d'Alma. Jorah serra les poings en regardant. C'est suffisant pour l'inculper, pensa-t-il. Mais d'abord, il devait trouver Alma, à la fois pour la protéger et pour obtenir son témoignage. À l'insu de Jorah, Alma avait caché des preuves supplémentaires dans un autre endroit. Elle avait prévu la possibilité de devoir disparaître, laissant derrière elle des fichiers qui pourraient incriminer Nathan s'il lui arrivait quelque chose. Maintenant, Jorah assemblait les pièces du puzzle aussi vite qu'il le pouvait. Le temps était compté. Si le procureur ou la puissante équipe juridique de Nathan avait vent de son enquête, il pourrait l'enterrer. Luttant contre l'épuisement, Jorah poursuivit sa recherche. Il contacta Sacha Rivers, qui partagea le contenu de la clé USB qu'Alma lui avait envoyée. Ensemble, ils étudièrent les vidéos, envoyant les segments les plus incriminants au bureau du procureur dans un fichier sécurisé. Jorah ressentit une vague de soulagement. Avec ou sans Alma, le dossier contre Nathan se renforçait. Pourtant, au fond de son esprit, une question demeurait. Où était Alma, et était-elle toujours en sécurité? Alors que la pression publique montait, le bureau du procureur prit enfin des mesures décisives. Plusieurs sponsors de premier plan commencèrent à se retirer des entreprises de Nathan, invoquant des allégations non résolues. Les conseils d'administration insistèrent sur une enquête interne, et les cours des actions vacillèrent sur des rumeurs de problèmes juridiques imminents. En quelques jours, l'empire autrefois impénétrable de Nathan Kane montrait des signes de fracture. Tôt un matin, des officiers en uniforme accompagnèrent le détective Jorah au siège social de Nathan, un gratte-ciel étincelant qui dominait la ligne d'horizon de la ville. Nathan était au milieu d'une présentation aux investisseurs lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant Jorah et son équipe. La tension dans la pièce monta instantanément. Les cadres en costume et les actionnaires potentiels restèrent bouche bée de stupeur. Le détective Jorah s'avança, sa voix stable. « Nathan Kane, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de violence domestique, d'agression et de plusieurs autres charges connexes. Vous avez le droit de garder le silence. » Nathan le coupa. « Vous êtes fou ?» Sa voix résonna dans la salle de conférence au mur de verre. « Savez-vous qui je suis ?» Ses yeux parcoururent la pièce, cherchant un allié. Les caméras crépitèrent alors que les badauds prenaient des photos avec leur téléphone. La diffusion en direct commença presque immédiatement, placardée sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, les titres des journaux hurlaient « Le milliardaire Nathan Kane arrêté ». Les hashtags justice pour Alma et #annulé Nathan Kane, #justice for Alma et #cancel Nathan Kane devinrent des teux. Danse mondiale. Liam Hart se tenait dans un coin, pâle et sans voix. Une partie de lui voulait se précipiter à la défense de Nathan par loyauté, mais une autre partie, celle qui avait vu les bleus d'Alma, ressentit un étrange soulagement que la justice puisse enfin être rendue. Pendant ce temps, les cadres murmuraient anxieusement, certains quittant même la pièce pour appeler leurs avocats. Alors que les officiers menottaient Nathan, il foudroya Jorah du regard, crachant du venin à chaque syllabe. « Je vous écraserai pour ça, gronda-t-il. Son visage était rouge de colère. Mais peu importe à quel point Nathan tentait de paraître intimidant, le monde regardait le spectacle en temps réel. En l'espace de quelques minutes, Nathan Kane était passé d'un milliardaire intouchable à un suspect dans une affaire de violence domestique très médiatisée. Dehors, des hordes de reporters et de photographes attendaient. Au moment où Nathan franchit les portes du hall menotté, les flashs des caméras transformèrent la scène en un stroboscope de lumière chaotique. C'était une image indélébile. La preuve que même les puissants pouvaient être tenus pour responsables.
Alors que la voiture de police s'éloignait avec Nathan à l'arrière, la question sur toutes les lèvres demeurait, où est Alma Kane, et que va-t-il se passer ensuite? Les drames judiciaires étaient généralement du ressort de la télévision, mais celui-ci se déroulait en direct pour que toute la nation le voie. Le jour de la première audience du procès, les journalistes campaient devant le palais de justice, se bousculant pour apercevoir Nathan Kane. Des manifestants se tenaient à proximité, certains brandissant des pancartes exigeant justice pour Alma, d'autres proclamant l'innocence de Nathan. À l'intérieur de la salle d'audience, les bancs en bois poli brillaient sous les lumières fluorescentes. La juge, une femme plus âgée aux yeux vifs, présidait les débats avec une présence sévère. Nathan était assis à la table de la défense, flanqué d'une armée d'avocats hors de prix. Son expression était provocante, bien que ses yeux trahissent des lueurs d'inquiétude. Le détective Jora était assis avec l'équipe de l'accusation, revérifiant ses dossiers et ses preuves. Le bourdonnement dans la salle d'audience atteignit son paroxysme lorsqu'une porte latérale s'ouvrit et qu'Alma Kane entra. Elle semblait plus mince qu'auparavant, mais sa posture était ferme, son menton relevé. Un silence de mort tomba sur la foule alors qu'elle se dirigeait vers le côté de l'accusation, ignorant les appareils photos qui cliquaient sans cesse. Le regard de Nathan se fixa sur elle. Sa mâchoire se crispa. Pendant un bref instant, tout le monde dans la salle sembla retenir son souffle, se demandant si l'apparition soudaine d'Alma signifiait un tournant dans l'affaire. Le procureur commença par un bref aperçu, décrivant les allégations d'abus étayées par des dossiers médicaux, des preuves vidéo et des témoignages. L'avocat de la défense de Nathan se leva, tentant de rejeter les preuves comme « fabriquées et mal interprétées ». Dépeignant Nathan comme un mari incompris qui élevait parfois la voix mais ne levait jamais la main sur sa femme. Tout au long de cette audience initiale, Alma resta silencieuse, serrant un dossier de documents. Sa seule présence était électrisante. Fini la femme timide qui se recroquevillait aux côtés de Nathan lors des événements publics. À sa place se tenait quelqu'un de résolu, prêt à affronter l'homme qui avait terrorisé sa vie pendant si longtemps. À la fin de la séance, la juge annonça que le procès se poursuivrait, fixant une date pour la prochaine audience. Les journalistes à l'extérieur explosèrent de questions au moment où Alma monta sur les marches du palais de justice. Microphone et caméra se tendirent vers elle, capturant chacun de ses clignements d'yeux. Mais elle resta calme, ne parlant que brièvement. « Je veux que la vérité éclate. Je n'ai plus peur. » Puis elle disparut dans une voiture qui l'attendait, laissant la foule avide de plus de réponses. À travers la ville et dans le monde entier, les téléviseurs diffusaient des mises à jour sur le procès Kane, le présentant comme le début de la fin pour l'une des figures les plus illustres de la mémoire récente. Au moment où Alma Kane s'approcha de la barre, le palais de justice tomba dans le silence. Les flashs crépitèrent rapidement, bien que la juge ait été stricte sur la limitation des photographes de presse, les quelques autorisés capturèrent chaque tremblement de l'expression d'Alma. S'agrippant au bord de la barre des témoins, elle regarda la mère de visage. Journaliste, observateur et, surtout, Nathan, dont le regard était assez froid pour trancher l'acier. Son avocat s'approcha, parlant doucement. « Madame Kane, pouvez-vous nous dire dans vos propres mots ce qui vous a amené ici aujourd'hui ?» Alma inspira lentement, sa voix tremblant au début. Nathan a dit que personne ne me croirait. Qu'il était trop puissant. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Mais je suis ici pour vous dire ce qui s'est passé derrière des portes closes. Une vague de frissons silencieux sembla traverser la salle. Tout le monde se pencha, captivé par le témoignage qu'ils attendaient d'entendre. Alma raconta les nuits de terreur, les bleus cachés sous des bracelets, la peur sans fin de dire ou de faire la mauvaise chose. Elle parla de l'enregistrement qu'elle avait fait sur son téléphone caché et des images qu'elle avait obtenues du système de sécurité de la maison. À chaque révélation, la tension dans la salle d'audience s'épaississait, comme une bobine enroulée jusqu'à son point de rupture. L'équipe de défense de Nathan tenta de l'interrompre, s'opposant pour des raisons de oui-dire et de manque de fondement, mais la juge permit à Alma de continuer. Sa voix se raffermit à mesure qu'elle parlait. Bien que des larmes brillent dans ses yeux, elles ne tombèrent jamais, un témoignage de sa résolution. Finalement, elle regarda Nathan, croisant son regard pour la première fois ce jour-là. « Tu m'as dit encore et encore que je ne valais rien, que je n'avais nulle part où aller, que personne ne s'en soucierait. Aujourd'hui, je me tiens ici et je vois des gens qui s'en soucient. Je vois un monde qui est attentif. » La salle d'audience était envoûtée. Les journalistes griffonnaient des notes à la hâte, capturant chaque déclaration puissante.
Les derniers mots d'Alma à la barre envoyèrent un frisson collectif à travers l'auditoire. Il a dit que personne ne me croirait. Aujourd'hui, je demande à ce tribunal et au monde de me croire. Quand elle eut terminé, la juge décréta une brève suspension. Les journalistes se précipitèrent vers les portes, impatients de diffuser le témoignage captivant d'Alma. Laissé derrière dans la salle d'audience, le visage de Nathan était pâle, ses mains serrées en poing sur la table. Alma descendit de la barre, une aura de force tranquille l'entourant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Le tribunal reprit après la suspension. La tension imprégnait la salle alors que Sacha Rivers s'approchait de la barre, jurant de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Elle brandit la clé USB qu'elle avait reçue d'Alma, l'agitant comme une clé ouvrant une porte verrouillée. « Votre honneur », commença-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction journalistique. Cet appareil contient des enregistrements vidéo et audio qui m'ont été livrés par Madame Alma Cain avant sa disparition. La défense s'agita, lançant des objections préventives. Nous n'avons aucune preuve de la chaîne de possession. Ces fichiers pourraient être manipulés. Ils sont incendiaires. Mais la juge les fit taire d'un geste de la main, permettant à Sacha de continuer. Un projecteur fut amené. Les lumières de la salle d'audience s'éteignirent, et l'un des clips les plus incriminants commença à jouer sur un grand écran. Il montrait Nathan entrant en titubant dans la maison tard dans la nuit, sa voix pâteuse et agressive. Les images le montraient en train de réprimander Alma pour avoir osé le saper, puis, de manière glaçante, levant la main pour la frapper. Le gémissement d'Alma était audible alors qu'elle reculait, essayant de se protéger. Un hoquet collectif parcourut les spectateurs. Même l'expression normalement stoïque de la juge vacilla, ses yeux se plissant devant la scène horrible. Sacha mit la vidéo en pause. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le léger bourdonnement de la climatisation du palais de justice. « Votre honneur », continua Sacha, la voix tendue par l'émotion. « J'ai passé ma carrière à dénoncer les méfaits, mais j'ai rarement vu des preuves aussi explicites de violence domestique. Ceci n'est qu'un des nombreux fichiers documentant des cas répétés de violence. » L'accusation hocha la tête, satisfaite que les preuves soient maintenant publiquement dévoilées. Les avocats de la défense se démenèrent, proposant l'angle que le comportement de Nathan était provoqué, ou que les enregistrements étaient montés. Pourtant, la clarté des vidéos rendait de telles affirmations difficiles à avaler. En guise de coup de grâce, Sacha diffusa un extrait audio enregistré sur le téléphone caché lors de la dernière confrontation de Nathan avec Alma. Entendre ces menaces enragées résonner dans la salle d'audience força certains spectateurs à détourner le regard, mal à l'aise. Au moment où les lumières se rallumèrent, l'atmosphère était chargée de révulsion face à ce qui avait été montré. Alma, assise à proximité, retint ses larmes en se remémorant la terreur de ces nuits. La juge semblait prête à parler. Sa voix était teintée de solennité. « Ce sont de graves révélations, dit-elle. La cour est ajournée pour aujourd'hui. Nous nous réunirons demain pour continuer l'examen des preuves. » L'huissier donna le signal, et les spectateurs commencèrent à sortir. À chaque pas, il emportait les images de la brutalité de Nathan Cain dans leur esprit, des images difficiles à oublier. La clé USB avait fait son travail, exposant la vérité au monde avec une clarté crue et indéniable. Après les débats de la journée, les couloirs du palais de justice bourdonnaient de conversations frénétiques. Les équipes de presse s'installaient pour des retransmissions en direct sur les marches du palais de justice. Dans un petit couloir faiblement éclairé près d'une sortie arrière, Liamart était assis sur un banc, la tête dans les mains. Il venait de regarder les images de la violence de Nathan, le même homme qui l'avait servi fidèlement pendant des années. Les images étaient révoltantes. Pourtant, elles éclairaient une obscurité qu'il avait soupçonnée depuis toujours. Il sentit la honte monter en lui, un goût amer dans la bouche. Pourquoi n'ai-je pas parlé plus tôt? Finalement, il sentit un léger contact sur son épaule. Il leva les yeux pour voir Alma. Elle semblait épuisée mais résolue. « Liam » murmura-t-elle, la voix chargée d'empathie. « Je sais que tu as vu des choses. Je sais que tu souffres. » Il ferma les yeux, les larmes affleurant. « Madame Cain. Alma. Je suis tellement désolé. J'aurais dû vous aider. Je savais que quelque chose n'allait pas. » Elle s'assit à côté de lui, maintenant une distance respectueuse. Tu étais piégé aussi, d'une manière différente. Nathan contrôlait tout le monde autour de lui.
Mais tu as une chance de faire ce qui est juste maintenant. Liam expira d'une voix tremblante, des larmes coulant sur ses joues. Je témoignerai, dit-il d'un murmure rauque. Je leur dirai tout, comment il vous a menacé, comment il m'a forcé à me taire, comment j'ai vu les bleus. Alma posa une main sur son épaule. Cela signifierait plus que vous ne l'imaginez. Plus tard cet après-midi-là, Liam s'approcha du détective Jorah dans la salle d'audience, des yeux déterminés rencontrant ceux du détective. Je suis prêt à faire une déclaration complète, dit-il. Jorah hocha la tête, la gratitude évidente dans son expression. Ils entrèrent dans un bureau annexe où Liam déversa les détails, les tirades verbales de Nathan, les nuits où il avait amené Alma aux urgences, l'argent du silence offert pour faire taire le personnel. Au moment où Liam termina, il tremblait, en partie de soulagement, en partie du poids de la confession. Jorah se leva, posant une main rassurante sur le bras de Liam. « Vous faites ce qu'il faut, dit Jorah. Cela nous aidera à construire un dossier en béton. » Bien que la peur persiste, connaissant l'étendue des relations de Nathan, Liam sentit une étrange libération l'envahir. Pendant des années, il avait regardé en silence, enfouissant sa culpabilité sous une loyauté professionnelle. Maintenant, il aidait enfin la personne qui en avait vraiment besoin, Alma. C'était comme une rédemption. Le détective Jorah n'était pas du genre à laisser ses sentiments personnels s'immiscer dans une affaire. Il était fier de son professionnalisme. Mais en écoutant les détails brutaux de la vie d'Alma, attestés à la fois par les preuves de la clé USB et le témoignage de Liam, il ressentit une vague d'empathie inéluctable. Cette nuit-là, après une journée éprouvante au tribunal, il se retrouva seul dans son bureau, fixant la lumière fluorescente vacillante au-dessus de sa tête. Il prit une photo encadrée de sa propre famille, une femme et une fille, toutes deux souriant largement lors d'un barbecue d'été. Le contraste saisissant entre ce souvenir heureux et l'existence piégée d'Alma pesait lourdement sur son esprit. Quelques instants plus tard, il entendit un léger coup à sa porte. Sacha Rivers entra, les yeux remplis d'un mélange de gratitude et d'épuisement. Elle aussi avait travaillé sans relâche, s'assurant que la couverture médiatique restait exacte et non sensationnaliste d'une manière qui nuirait à l'affaire d'Alma. « Détective, commença Sacha avec hésitation, je voulais juste vous remercier pour ce que vous faites. Pour avoir pris des risques, même quand ce n'était pas une affaire simple. Tant de gens à votre place auraient peut-être regardé ailleurs. » Jorah soupira, passant une main sur son visage fatigué. « J'ai failli le faire au début, admit-il. Nathan Cainey était un énorme bienfaiteur pour le département. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti de pression pour être prudent. Mais une fois que j'ai vu les dossiers médicaux d'Alma, c'est bleu, je ne pouvais plus l'ignorer. » Sacha hocha la tête, les larmes lui piquant les yeux. « J'aimerais juste que nous ayons fait quelque chose plus tôt. » Le regard de Jorah dériva vers la photo sur son bureau. « Je n'arrête pas de penser à ce qui arriverait si ma fille était à la place d'Alma. Comment je remuerais ciel et terre pour la protéger. C'est là que j'ai réalisé que je devais être cette personne pour Alma. Elle n'avait personne d'autre. » Pendant un bref instant, le sang-froid du détective se fissura. Ses yeux brillèrent, et il déglutit difficilement. Sacha posa une main réconfortante sur son épaule. Dans ce moment de calme, ils reconnurent tous deux le lourd tribut émotionnel que l'affaire avait pris. Pourtant, ils savaient aussi qu'ils devaient rester forts. Alma comptait sur eux. Et bientôt, toute une communauté de survivants pourrait considérer cette affaire comme un tournant. La chute de l'empire corporatif de Nathan Cain fut rapide et impitoyable, comme un effet domino déclenché par les révélations au tribunal. Les principaux sponsors retirèrent leur soutien, invoquant des préoccupations éthiques. Les actionnaires exigèrent une réunion d'urgence, menaçant de retirer leurs investissements si Nathan restait à la barre. En une seule journée, la valeur boursière de l'entreprise s'effondra, érodant des milliards de sa capitalisation boursière. Les médias diffusèrent une couverture continue, qualifiant cela du plus grand scandale d'entreprise de la décennie. Les analystes financiers, qui louaient autrefois Nathan comme un entrepreneur de génie, le qualifiaient désormais de passif. Les employés démissionnèrent en masse, ne voulant pas être associés à un homme faisant face à de graves accusations criminelles. Enfermé dans un centre de détention de haute sécurité, Nathan apprit ses développements par son avocat et les bulletins d'information sporadiques qu'il était autorisé à voir. La rage le consuma, mais il ne pouvait rien faire. Le pouvoir qu'il avait si facilement manié lui glissait entre les doigts. Pendant ce temps, Alma observait de loin.
Bien qu'elle ne puisse nier un sentiment de justification, elle était aussi parfaitement consciente qu'elle revivait le traumatisme chaque jour au tribunal. Le monde qui vénérait autrefois Nathan Kane le dévorait maintenant sans pitié. Ironiquement, elle découvrit que si la vengeance apportait une certaine satisfaction, elle ne guérissait pas automatiquement ses blessures. Pourtant, elle se consolait du fait que l'homme qui l'avait tourmenté perdait enfin le statut d'intouchable qui avait permis ses abus. Sasha Rivers couvrit l'effondrement de l'entreprise en temps réel. Un jour, elle diffusa un segment d'enquête révélant comment Nathan avait détourné des fonds pour enterrer certaines allégations par le passé. Une vague de procès supplémentaires commença à émerger. D'anciens employés alléguant du harcèlement, des petites entreprises affirmant des tactiques de type extorsion. La façade avait disparu, remplacée par un flot de vérités découvertes. Le détective Jora garda son attention sur les procédures pénales, mais même lui ne pouvait ignorer l'ampleur de l'effondrement financier. À ses yeux, la fortune perdue de Nathan était moins une punition qu'une conséquence inévitable de la corruption s'effondrant sur elle-même. Au moment où le procès touchait à sa fin, le nom de Nathan Kane était devenu synonyme de faillite morale. Il n'était plus un homme d'affaires vénéré. Il était l'homme qui battait sa femme, faisant maintenant face aux conséquences sur une scène très publique. Et à chaque nouveau titre, le monde semblait de plus en plus convaincu qu'il était coupable, d'abus, d'hypocrisie, de croire qu'il était au-dessus des lois. Après des semaines de témoignages dramatiques, de contre-interrogatoires et de disputes animées, le jour du verdict arriva. Le palais de justice était une cocotte minute d'émotions exacerbées. Dehors, des manifestants et des partisans de diverses causes se rassemblaient avec des pancartes. Des hélicoptères survolaient les lieux, filmant le spectacle pour les journaux télévisés en direct. C'était comme si toute la nation était en pause, attendant de voir si la justice serait rendue. À l'intérieur de la salle d'audience, Alma était assise près du détective Jora et de Sasha Rivers. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Malgré toutes les preuves, malgré le sentiment public écrasant, une once de doute la rongeait. Et si le jury le déclarait quand même non coupable? Elle ne pouvait pas complètement éteindre sa peur. Elle avait vécu trop longtemps dans l'ombre de Nathan. Nathan se tenait à côté de ses avocats de la défense. Posture rigide, mâchoire serrée. Ses yeux passaient de la tribune du jury à la sortie, comme s'il envisageait de s'enfuir. La juge demanda à tout le monde de se lever alors que le jury revenait. Le silence qui suivit était aussi épais que du brouillard. La présidente du jury, une femme d'âge mûr aux yeux déterminés, se leva et s'éclaircit la gorge. Dans l'affaire de l'État contre Nathan Kane, pour le chef d'accusation d'agression aggravée, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Pour le chef d'accusation de violence domestique, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Blé. Elle continua à énumérer les charges, chacune ponctuée par le même mot accablant, coupable. Un hoquet collectif éclata dans la salle d'audience. Alma ferma les yeux, des larmes de soulagement silencieux coulant sur ses joues. Sasha serra la main de son ami, tandis que Jora expira, la tension se dissipant de son corps. Le visage de Nathan se tordit, déchiré entre la colère et l'incrédulité. Il cria des protestations, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. Ses avocats tentèrent de le calmer, mais le mal était fait. Le marteau du juge tomba comme un coup de tonnerre, et la juge déclara la séance terminée. La sentence serait prononcée à une date ultérieure, mais le message était clair, Nathan Kane ne s'en tirerait pas impuni. Alors que les huissiers s'avançaient pour l'escorter, Nathan croisa le regard d'Alma une dernière fois. Son visage était déformé par la fureur, mais elle soutint son regard, n'ayant plus peur. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait trouvé sa voix, et qu'elle avait enfin été entendue. Dehors, l'ambiance était électrique. Les spectateurs applaudissaient et criaient, scandant le nom d'Alma, la qualifiant de survivante et d'inspiration. Les marches du palais de justice grouillaient de gens espérant une déclaration de sa part. Et bien que la bataille juridique ne soit pas entièrement terminée, le verdict marqua un profond changement dans le récit. Le autrefois intouchable Nathan Kane était un criminel condamné. Les journalistes suivirent Alma alors qu'elle sortait du palais de justice. Leurs caméras étaient braquées sur chacun de ses mouvements. Les mêmes marches où Nathan s'était autrefois tenu, proclamant son innocence, devint maintenant la toile de fond du moment d'émancipation tant attendu d'Alma. Elle s'arrêta près des microphones, sentant la main de soutien de Sasha sur son dos. Le détective Jora se tenait à l'écart, hochant doucement la tête en signe d'encouragement.
La foule se tut alors qu'elle se préparait à parler. La voix d'Alma trembla au début, mais gagna en force à chaque mot. Pendant des années, dit-elle, j'ai été piégée dans le silence. J'ai cru aux mensonges. Que personne ne me croirait, que je ne pourrais pas survivre seule, que son pouvoir le rendait intouchable. Elle fit une pause, laissant la signification s'imprégner. Mais aujourd'hui, la justice a prouvé que le silence est l'arme sur laquelle comptent les agresseurs. Et lorsque nous parlons, lorsque nous osons partager notre vérité, nous trouvons une force que nous ne soupçonnions pas. Une acclamation éclata de la foule, certains applaudissant, d'autres essuyant des larmes. Ces paroles furent diffusées en direct, devenant une tendance mondiale sous le hashtag #Silence nos morts. Alma continua, sa voix résonnant d'espoir et de résolution. À tous ceux qui regardent, si vous vivez dans la peur, si vous pensez que vous n'avez aucune issue, sachez qu'il y a de l'aide, qu'il y a un avenir au-delà de la douleur. Vous méritez d'être cru, et vous méritez la liberté. Les flashs des appareils photo illuminèrent son visage baigné de larmes mais déterminé. Elle jeta un regard en arrière vers Sacha, qui lui fit un pouce levé, les larmes aux yeux. Le détective Jora offrit un signe de tête plein de respect. Alma termina par une déclaration qui allait résonner dans d'innombrables flux de réseaux sociaux, talk-shows et groupes de soutien, mon parcours n'est pas terminé. La guérison prend du temps. Mais je jure d'utiliser ma voix pour chaque personne qui se sent sans voix. Que ceci soit le début du courage, de la justice, du changement. Sur ce, elle s'éloigna des microphones, et la cour éclata en applaudissements et en effusions d'émotion. Les journalistes la bombardèrent de questions de suivi, mais elle refusa gentiment de répondre davantage, invoquant le besoin de se reposer et de récupérer. Alma avait plaidé sa cause, et le monde avait écouté. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Dans les semaines qui suivirent le procès, Alma Cain devint plus qu'un nom familier. Elle devint un symbole de résilience et d'espoir. Les couvertures de magazines affichaient son regard posé mais compatissant. Les talk-shows de grande écoute faisaient la queue pour des interviews, voulant qu'elle partage son histoire et parle de la question plus large de la violence domestique. Pourtant, Alma resta sélective. Elle choisit de concentrer sa nouvelle plateforme sur un changement concret plutôt que sur le sensationnalisme. Puisant dans sa propre fortune, distincte des actifs de Nathan qui étaient désormais bloqués par des frais juridiques et des règlements, elle lança la fondation Second Light, Seconde Lumière. Sa mission était simple, fournir des refuges, une assistance juridique et des ressources éducatives aux personnes piégées dans des relations abusives. Sacha Rivers couvrit l'ouverture de la fondation dans un segment émouvant, louant Alma pour avoir transformé sa tragédie personnelle en une bouée de sauvetage pour les autres. Les dons affluèrent, stimulés par un public désireux de soutenir la cause. Alma prononça des discours sincères lors d'événements de collecte de fonds. Son ton doux mais résolu touchait une corde sensible chez ceux qui avaient autrefois douté de son histoire. Elle utilisa ses propres expériences comme preuve que la violence peut arriver à n'importe qui, indépendamment de la richesse, du statut ou de l'éducation. Dans les coulisses, Alma travailla sans relâche avec des travailleurs sociaux, des experts juridiques et des bénévoles qui partageaient sa vision. Elle visita personnellement des refuges pour rencontrer des survivantes, offrant une oreille attentive et une main secourable. Certaines étaient étonnées de voir le même visage qui avait autrefois fait la une des tabloïds agenouillé sur le sol, réconfortant une mère effrayée et ses enfants. Sa transformation de victime à défenseur suscita des conversations bien au-delà de la ville. Des débats politiques commencèrent à apparaître dans les législatures d'État, se concentrant sur des peines plus sévères pour les agresseurs domestiques et une augmentation du financement des refuges. La voix d'Alma résonnait dans ces salles, même si elle n'était pas physiquement présente. Bien qu'elle ait connu des moments de stress post-traumatique, une anxiété déclenchée par des voix élevées ou l'odeur du parfum de Nathan, Alma découvrit que chaque pas en avant dans son travail de plaidoyer érodait l'ancienne terreur. Elle n'était plus confinée dans la cage dorée de son ancienne vie. Elle était entrée dans un nouveau chapitre, un chapitre qui lui permettait d'aider les autres à trouver le même courage qu'elle avait découvert en elle-même. Les années passèrent, et la vie d'Alma Cain avait évolué de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sa fondation prospéra, s'étendant à plusieurs villes, offrant un soutien complet à des milliers de personnes fuyant des environnements abusifs. Elle était devenue une conférencière recherchée, bien qu'elle choisisse ses engagements avec soin. Chaque discours qu'elle donnait, chaque panel auquel elle participait, et chaque survivante qu'elle serrait dans ses bras était un témoignage du chemin parcouru. Un après-midi de fin d'automne, Alma se retrouva à marcher dans les couloirs familiers d'un palais de justice, le claquement de ses talons résonnant sur les sols en marbre.
On lui avait demandé de faire une déclaration en soutien à une autre survivante de violences domestiques. Une femme qui, comme Alma, avait autrefois cru que son agresseur était intouchable. Faisant une pause devant la porte d'une salle d'audience, Alma aperçut son propre reflet dans le cadre métallique poli. La femme qui la regardait semblait confiante, sûre d'elle. Fini les yeux hantés et les gestes nerveux. Elle était là non pas en tant que victime, mais en tant que personne qui avait vaincu sa peur et consacré sa vie à aider les autres à faire de même. Quand la porte s'ouvrit, elle entra dans un environnement silencieux. La survivante, appelons-la Bianca, leva les yeux de la barre des témoins, son regard croisant celui d'Alma. Il y eut une lueur de reconnaissance, un lien tacite entre deux femmes qui avaient traversé le feu. Alma fit un petit signe de tête d'encouragement, transmettant silencieusement « Tu peux le faire ». Le procès se poursuivit, mais Alma enregistra à peine les détails. Son attention était portée sur Bianca, dont la voix tremblante rappelait de manière déchirante son propre témoignage des années auparavant. La tension dans la salle semblait familière, mais au lieu de la peur, Alma ressentit une empathie et une résolution écrasante. Elle insuffla à Bianca la force de trouver la sienne. Finalement, la séance se termina. Alors que les gens commençaient à sortir, Bianca s'approcha timidement d'Alma. « Je voulais juste dire », chuchota-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Votre histoire m'a donné le courage de me manifester. Merci. » Alma posa une main douce sur l'épaule de Bianca. « Je ne fais que passer le flambeau, dit-elle doucement. Mais n'oubliez pas, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez parlé quand c'était important. » À ce moment-là, une vague de chaleur envahit Alma, un écho de sa propre transformation. Elle réalisa que sa souffrance passée, aussi horrible soit-elle, l'avait menée à cet endroit, où elle pouvait être une lueur d'espoir pour les autres. En se tournant pour partir, elle jeta un dernier regard à la salle d'audience. Les souvenirs qu'elle contenait étaient douloureux, mais ils étaient aussi la preuve qu'avec la vérité, le courage et la solidarité, même les secrets les plus sombres pouvaient être mis en lumière. Dehors, le soleil d'automne baignait les marches d'une douce lueur. Alma était une survivante, et maintenant un symbole inébranlable d'espoir. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.